relégués et qui pourtant ont fait déjà plein de salons, avaient une bonne réputation, etc. Donc il faut savoir également, quand vous choisissez un intermédiaire, avant de le choisir, savoir comment le marché se passe. Quelle est la protection, quelle est la régulation, comment ça se passe. Donc moi je mettrais plutôt le point sur la transparence, et là je vais rejoindre encore Ambroise le DJ, c'est la transparence en fait des informations. Est-ce que le broker communique sur ses volumes, sur la santé financière? Est-ce que vous pouvez avoir accès aux informations divulguées par le broker? Et est-ce que les informations sont pertinentes et réellement vérifiables? Nous, il faut savoir qu'en tant que société publique, on est audité régulièrement. Sitôt qu'on fait un pas de travers, on prend une amende. On est obligé, contraint, et c'est parfait pour les investisseurs, pour la société et pour la crédibilité du marché, que justement, vous devez faire appel à ce type-là de sociétés qui proposent une transparence dans leurs informations transmises. D'accord, Benjamin, parfait. Alors, Monsieur Le Manac d'Avatrade, quels sont selon vous les 3 critères principaux? Et parmi ceux-là, lequel vous brillez le mieux? Premier point, et je vais me répéter, c'est forcément la sécurité des fonds. Je pense que là, on est tous trois à l'avoir mis en premier point, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un de nos forces chez Avatrade, puisqu'on sépare bien l'activité de trading et notre activité de dépôt. Dans un second temps, je dirais que ce que vous attendez d'un broker, c'est de pouvoir passer vos ordres dans les meilleures conditions, parce que les traders, finalement, c'est vous, les particuliers. Donc ce qui est très intéressant et très important chez un broker, c'est le flux, donc la plateforme de trading. Donc chez Ava, on propose 2 types de plateformes, la plateforme Avatrader qui est plus intuitive, plus simple, on va dire, pour les débutants, et la MetaTrader, donc qui est un peu plus pointue, et notamment pour ceux qui font des robots. Donc ça permet d'automatiser ces ordres et de mettre ce qu'on appelle des expert advisors sur le MetaTrader. Bon, les concurrents le proposent aussi, mais c'est vraiment une plateforme qui est très intéressante pour faire du trading automatique. Troisième point, c'est vrai que c'est forcément le sérieux du courtier, bien se renseigner sur le sérieux. Donc on voit beaucoup de pubs, de marketing en ligne, arrêtez de travailler, devenez trader. Comme je dis souvent, on ne s'improvise pas trader du jour au lendemain. Et comme je le dis, le Forex et les CFD, c'est mettre une Ferrari dans les mains d'un nouveau conducteur en fait. Donc si on n'est pas habitué, si on n'a pas fait des tests de plateforme de démonstration, si on n'a pas été aidé au départ pour appréhender ces marchés où ça va très très vite, quand il y a de la volatilité, et ben on court à la catastrophe. On peut perdre tout son capital. Donc le troisième point qui est très important, et là chez Ava aussi on est très fort là-dessus, c'est l'accompagnement client, c'est les formations, donc sous forme de webinaire ou bien dans notre bureau parisien qui pour nous est basé rue Bassano, donc dans le 8e. Donc voilà, pour moi c'est le troisième point très important. D'accord, entendu. Et alors, pour Active Trade, Monsieur Boissière, quels sont les 3 critères principaux auxquels on doit prendre garde? Je pense que les principaux critères ont déjà été discutés auparavant. Il y en a un qui pour moi est important aussi, c'est la clarté et la simplicité de la grille de tarification. Pour regarder ça un peu plus en profond, une grille de tarification d'un courtier en ligne qui soit simple et facile à comprendre, que vous sachiez avant de vous engager ce que vous allez payer. Ça c'est un point très important. Et le dernier, je pense, c'est la qualité du service support. Pour ça, il y a un moyen très simple de savoir envoyer un email à l'adresse support technique avec une question plus ou moins compliquée. Vous allez pouvoir juger de la rapidité et de la qualité de la réponse. Vous allez pouvoir vous rendre compte assez facilement comment cela est traité, si la réponse est faite à la va-vite avec un traducteur Google, on voit tout de suite si c'est plus approfondi avec des explications complémentaires. On peut tout de suite juger du sérieux, surtout quand on est en cours de démonstration. On peut juger du sérieux de la société que vous avez en face de nous. D'accord. Je pense qu'on a déjà pas mal de critères. On a passé un peu les 3 critères, mais ça commence à être un peu plus clair pour chacun. Surtout retenir que les choses un peu obscures, dès que ça commence à être un peu obscur, vous écartez. Je ne sais pas si le monsieur est là, mais quand j'ai fait un dîner-conférence là en décembre, j'ai un monsieur qui est venu me voir, qui était un peu mal à l'aise parce qu'il avait ouvert, je crois, c'était 7 à 8 comptes avec des courtiers un peu folkloriques, si je puis dire. Les folkloriques, vous les connaissez un peu, hein,
ou interdit par l'AMF, ou un peu chypriote, et vous savez tout ça. Et pourtant, il avait ouvert 8 comptes, et il avait des problèmes avec les 8. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à récupérer son argent. Donc je vous mets fortement en garde contre ces éléments-là. Moi j'aurais dit comme critères principaux, la localisation, donc c'est comment ça s'appelle, le contact physique. Donc le contact physique, il peut se retrouver soit parce qu'ils viennent au salon, soit parce qu'ils ont des bureaux à Paris, ou soit parce qu'ils ont des bureaux de pays limitrophes de la France, c'est-à-dire tout à côté, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Irlande, voilà, ce coin autour, tout ça c'est bon. Au-delà, ça devient dangereux, parce que si vous devez aller pleurer, parce que quand tout va bien, on n'en parle pas, mais c'est quand tout va mal que le problème se pose, et si vous devez aller voir physiquement les personnes, il faut aller déjà à Chypre, et c'est déjà plus loin, la langue c'est plus difficile, etc., etc. Donc prenez des choses simples, faciles, carré. Donc, présence physique régulière sur les salons ou avoir un bureau à Paris. 2, parler français. Avoir un échange facile, avoir un interlocuteur sûr, fiable. Éviter les, comment ça s'appelle, tout ce qui est publicité racoleuse, comme on disait tout à l'heure, je suis au chômage, venez faire de la bourse. Mais non, c'est pas ça, la bourse c'est très difficile, on peut gagner, mais en travaillant, en apprenant différentes méthodes, en se coupant, etc. Donc éviter tout ça, ou le genre bonus, le bonus, alors il y a type de bonus, des petits bonus gratuits qui sont cadeaux tout de suite, pourquoi pas, mais des bonus du type mettez votre argent et vous êtes multiplié par 5 ou 10, ça c'est une arnaque. Ça c'est une arnaque, alors je le dis, c'est très difficile ensuite de récupérer votre argent, c'est très compliqué. Ne rentrez pas dans ce genre de... Il y en a qui en ont bénéficié, mais c'est très compliqué ensuite pour récupérer ces fonds, pour en profiter. Donc plutôt éviter tous ces genres de trucs, rester clair, simple, il n'y a pas de miracle. Ne croyez pas que vous allez trouver un bon courtier dans un petit coin que personne n'avait vu, qui va vous faire des prix vraiment très bas et qui va être super. Ça n'existe pas, tout le monde le sait, ça va très très vite. Donc si ça existait, ça se saurait. Donc c'est pas clair, vous évitez. Alors, on va essayer, on a plus que 10 minutes pour essayer de poser des questions qui fâchent un peu plus, donc on a vu un peu les critères. Maintenant on va essayer de rentrer dans une des problématiques qui a eu récemment, c'est l'abandon de l'ancrage de la BNS, alors on dit le PEG, c'est-à-dire la cheville qui bloque les 1,20 pour le franc suisse, et quand elle a abandonné, qui a laissé le franc suisse s'envoler complètement, et beaucoup de gens, et où l'euro complètement chuté, et beaucoup de gens étaient en position, et il y a eu des problèmes. Alors ça s'est géré plus ou moins bien selon les courtiers, etc. Donc je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus, comme il a été beaucoup mis en avant le courtier FXM. J'ai tout de suite donné d'abord la parole à Benjamin Verneau pour qu'il revienne un petit peu là-dessus et qu'il nous explique comment ça s'est passé pour FXM, l'annonce des problèmes, quels ont été ces types de problèmes, sans être trop longs, mais objectifs, très rapides, et comment ça se passe maintenant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 15 janvier, lors de l'intervention de la BNS, ça a été un peu un cataclysme sur les marchés financiers. Ce qui s'est passé, c'est que la BNS a décidé de rompre le PEG, alors que 2-3 jours avant, on avait des déclarations disant qu'il tiendrait, quoi qu'il se passe, le PEG des 1,20. Donc en fait, les principales institutions financières, bancaires, fonds d'investissement, investisseurs, etc., avaient confiance dans l'intervention de la BNS, et personne, et je dis bien personne, n'a prévu ce qui allait se passer. Concrètement, vu que tout le monde attendait que la BNS garde son taux, on avait tous les investisseurs qui étaient à l'achat à 1,20. Alors après on dit les particuliers ont perdu de l'argent, mais il n'y a pas que les particuliers. Everest Capital, un fonds américain, a perdu l'équivalent de 860 millions de dollars sur la rupture du taux plancher de la BNS. Et donc du coup le taux est passé de 1,20 grosso modo à 0,90. Mais avant de passer de 1,20 à 0,90, il y a eu un laps de temps, plusieurs trentaines de minutes, où il n'y avait plus une seule cotation, plus une seule banque ne voulait donner une cotation sur l'euro CHF. Tout le monde s'est retiré. Alors, moralité, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La bourse suisse a atteint quasiment moins 15%, puisque c'était un drame pour les sociétés exportatrices suisses. Je
Je ne vais pas refaire toutes les conséquences, etc. Mais on a les principales institutions financières, Saxo Bank, 110 millions, FXCM, plus de 250 millions de pertes dues au solde négatif des clients. En gros, vu qu'on ne pouvait pas sortir les ordres des clients entre 1,20 et 0,90 lorsque le cours a commencé à recoter, on s'est retrouvé avec des clients qui étaient en solde négatif. Nous, les soldes négatifs des clients, vu que vos transactions sont renvoyées sur le marché interbancaire, avec réellement une banque et une contrepartie, on devait cet argent, ces soldes négatifs, aux banques. Maintenant, la différence, pourquoi FXCM a été beaucoup plus impacté que les autres? En fait, FXCM renvoie réellement vos positions sur le marché interbancaire. La plupart des courtiers, vous achetez et ils vous vendent. Vous vendez, ils vous achètent. Ils sont contrepartie de votre aide. Après, ils ont le choix. Soit couvrir sur le marché interbancaire avec des vrais prix, ou soit de ne pas se couvrir. Mais là, si le courtier ne se couvre pas, qu'est-ce qui se passe? Si vous gagnez, il perd. Si vous perdez, il gagne. Et donc, vous avez des courtiers. Et on parlait de chiffres, comme quoi il ne faut pas investir à chiffres. Moi, je vais vous donner un chiffre, mais c'est facilement vérifiable. Sur 170, la SAISEC a fait une étude sur 170 brokers. Sur 170 brokers, dû à l'événement de la BNS, seulement 165 n'ont pas été impactés par la BNS. C'est révélateur. Quand vous voyez que Barclays, Citi, FXCM, Interactive Brokers, Saxo Bank, IG Market ont pris une claque, pourquoi les autres n'ont pas pris une claque? Est-ce que justement, ce système-là d'exécution dont je vous parlais, est-ce qu'ils jouaient contre leurs clients? Ou alors, est-ce que réellement ils ont envoyé les transactions sur le marché interbancaire? Et est-ce que réellement ils ont communiqué sur ce qui s'est réellement passé en interne? D'accord, Benjamin, je te coupe un peu parce que sinon, ça, je dirais que c'est la tambouille interne de chaque courtier. Donc est-ce qu'ils ont plus perdu ou moins perdu? Le problème, c'est que pour chaque client, comment ça s'est passé pour FXCM? En fait, alors le client qui était en position sur le comment ça s'appelle, c'est l'euro CHF, oui, l'euro contre le franc suisse, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu, est-ce qu'il a perdu plus? Donc il y a eu, c'est les groupes négatifs. Donc il faut savoir que sur les soldes négatifs, on a pris 90%, malgré avoir pris la plus grosse perte de toutes les institutions financières. On a décidé de prendre 90% des pertes clients à notre charge. Maintenant, il y a 10% des autres clients qu'on n'a pas pris en charge. La plupart des clients ne comprenaient pas pourquoi, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à FXCM, on traite beaucoup avec les institutionnels. Les brokers qui sont tombés, et je n'ai pas le droit de révéler les noms, etc. Mais la plupart étaient chez nous. Donc on avait également des brokers qui sont tombés et qui nous devaient de l'argent. Parce que réellement, ils ont envoyé les transactions sur le marché, on était derrière. Donc hors de question qu'on rembourse les transactions, les soldes négatifs des brokers concurrents, donc des clients qui prennent chez nos concurrents. Donc 90% des clients ont été remboursés. Est-ce qu'on peut dire que les 90%, ce sont tous les particuliers? Oui, tous les particuliers. Tous les particuliers, donc tous les gens Exactement, tous les particuliers. Pratiquement qui avaient un compte FXCM, s'ils sont retrouvés avec un solde négatif, exactement. Eh ben, ils n'ont rien dû à débourser. Ils n'ont rien eu à débourser en France et même dans les principales zones. N'importe quelle monnaie. Maintenant, tous ceux qui ont été enregistrés en tant que clients professionnels, donc les institutionnels, banques, hedge funds, fonds d'investissement, etc., ou corporate qui avaient une activité principale sur la fixe, évidemment, on leur a demandé de rembourser les soldes négatifs. Pourquoi vous avez couvert les soldes négatifs des clients? Ils ont perdu. Ils ont perdu, mais on ne veut pas rentrer dans une guerre avec nos clients. FXCM, on a toujours travaillé dans l'intérêt de nos clients. Tout à l'heure, je parlais de la transparence, j'ai parlé du système d'exécution. On est transparent sur les commissions, on fait le maximum pour nos clients et on ne va pas commencer à se battre. On a plus de 223 000 clients à travers le monde. On a une très grosse image de marque. Il y avait aussi un aspect commercial qui disait que vous aviez communiqué. Non, je veux dire, vous aviez communiqué sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir de solde négatif. Effectivement, on a communiqué sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir de solde négatif. Mais on a communiqué également sur le fait que l'effet de levier était à double tranchant et que ça pouvait amplifier drastiquement vos pertes. Et quand vous voyez certains qui utilisaient des effets de levier de 150 sur le PEG euro CHF, et d'autres qui ont utilisé des leviers de 20 sur l'euro CHF et d'autres des leviers de 3, est-ce que c'est logique que celui qui a utilisé un levier de 3 soit traité finalement de la même façon comme celui qui a utilisé un effet de levier de 150? C'était toutes les questions qu'on s'est posées. Et donc on est arrivé à la conclusion que dorénavant, chez FXCM, on ne veut pas faire comme nos concurrents et dire bon, si vous prenez un solde négatif, c'est pour vous et on va vous traquer. Non, clairement pas. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et on est arrivé à la solution de si
vous perdez 50 000 $, les premiers 50 000 $ que vous perdez, on le prendra encore à notre charge. Donc la politique maintenant de FXM, commercialement et pour les clients, c'est jusqu'à 50 000 $, on couvre, mais si vous perdez plus, vous nous devrez, si quelqu'un perd moins 100 000 $, s'il est à moins 100 000, il vous devra 50 000. Donc vous couvrez jusqu'à moins 50 000. Exactement. D'accord, entendu. Donc ça c'est intéressant, c'est la nouvelle politique des FXM, il faut le savoir, et vous pouvez en reparler avec FXM sur le stand. Bien sûr. Pascal Hirtz, alors on va essayer d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment ça s'est réglé, le problème de la BNS? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou pas? Assez court. Je dirais, nous, on n'a pas eu tellement à souffrir de ça parce que, comme on est très fort dans tout ce qui est indice, la partie Forex, c'est déjà plus petit, et la partie dans le Forex qui traitait en gros le franc suisse était marginal, donc pour nous, il y a eu quelques comptes avec des débits, mais c'est immatériel par rapport à... D'accord, ok. Mais ceux qui ont eu des débits ont dû régler les débits. C'est une dette. D'accord. Donc c'est-à-dire que la chose normale, parce que j'ai eu un... Dans la culture judéo-chrétienne... Mais non, mais j'ai eu une discussion sur Internet où quelqu'un me disait, ben oui, mais c'est pas normal, etc. Si, normalement, vous avez perdu, c'est la bourse, etc. Alors, Andrea, vous ne faites pas beaucoup de Forex, je crois, exactement. Donc, il a été impacté partiellement là-bas. Il a perdu 300 000 € de ses positions Forex et des positions futures. Donc, c'est rien pour la banque. D'accord, très bien. Monsieur Lyon, Ambroise Lyon, alors IG, comment c'est produit? Parce que je sais que globalement, mais c'est des chiffres qui sont sortis un peu dans la presse et partout, il y a des rumeurs, les plus impactés ont été FXN, Saxo et IG, il me semble. Comment c'est passé chez IG, confirmé, pas confirmé? Exactement, on a été impacté plus ou moins par rapport aux autres brokers, mais on a effectivement communiqué les premiers, si je ne me trompe pas, le 15 janvier, une perte d'à peu près 45 000